Donc voilà, on va se mettre en plein écran. Donc voilà, on continue avec l'introduction de cours de virologie. La dernière fois, on a fini avec la partie de classification, comment on classifie un virus, que ce soit par la classification de l'ICTV ou par la classification de Baltimore. Et on a parlé des avantages de chaque classification et les limites de la classification d'ICTV. Aujourd'hui, on va continuer encore avec l'introduction, on va parler un petit peu comment on produit les virus, comment on peut les cultiver, et on va parler encore de leur cycle de vie, et on va parler d'une manière un petit peu générale des techniques de diagnostic des virus. Donc, commençons tout d'abord avec les systèmes de production. Comme on a dit la dernière fois, un virus, il ne peut pas se répliquer, il ne peut pas se reproduire en dehors de la cellule hôte. Il n'est pas comme les bactéries, par exemple. Donc, il est incapable de se répliquer en dehors de la cellule hôte. Donc, afin de le produire, on a besoin de le mettre en contact avec la cellule hôte. Bon, les premiers essais montent à l'année 1880, où on a commencé à produire le virus de la rage dans les souris. Donc, tout simplement, on inocule les souris avec le virus. Les souris, ils vont être infectées par le virus. Le virus, il va attaquer ces cellules hôtes et il va se répliquer là-dedans. Et on va récupérer après le virus à partir de ces souris. Juste après, 10 ans après, les premiers essais de la culture de virus mosaïque de tabac. Bon, comme son nom indique, c'est un virus qui attaque les cellules, ou bien, pardon, les feuilles de la plante du tabac. Donc, tout simplement, on va prendre la plante et on va l'inoculer avec le virus. Et comme ce qui s'est passé avec les souris, il va passer avec les plantes. Le virus, il va se multiplier et après, on va filtrer et on va récupérer nos virus. Donc, tout ça, on a continué jusqu'à les années 1950 à produire le virus dans un organisme entier. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas les manières de cultiver les cellules hôtes d'une manière séparée de leur organisme. Avec le développement et l'arrivée de la culture cellulaire, donc on a commencé à cultiver les cellules séparées de leur organisme et d'inoculer le virus avec. Donc, la culture virale, comme on a dit, ça demande la cellule hôte ou l'organisme hôte. Ça peut arriver que la cellule hôte, c'est une bactérie telle qu'elle. Il y en a des virus qui sont capables d'attaquer les bactéries, ce qu'on appelle les bactériophages. Donc, dans ce cas-là, on fait une culture des bactéries et on inocule le virus avec les bactéries. Bon, une fois on a inoculé notre virus et le virus il s'est multiplié, alors maintenant, ça sera quoi? Il faut purifier le virus des différentes constituants des cellules ou de culture ou de l'organisme ou des tissus. Donc, on a tout un ensemble des tissus, des fibres, des cellules et notre virus qui est là-dedans. Du coup, il faut maintenant purifier le virus à partir de ces cellules. Les premières techniques de purification qui marchent jusqu'à maintenant, qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'était la purification par ultracentrifugation. Donc, par ultracentrifugation, à bien distinguer l'ultracentrifugation d'une centrifugation classique que vous avez vue pendant votre TP, par exemple. Une centrifugation classique qui monte, je ne sais pas, de 3000 RPM, ça veut dire 3000 tours par minute, et une ultracentrifugation, elle peut aller jusqu'à 80 000, 90 000. Alors, si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, un moteur d'une voiture, il fait 8000 tours par minute, je ne sais pas, dans des voitures sportives, soi-disant. Là, on est à 10 fois
plus rapide qu'un moteur, je ne sais pas, de Formule 1, par exemple. Donc, ça tourne vraiment à une vitesse énorme. Et de coup, on fait très bien attention lorsqu'on fait cette centrifugation à l'équilibre des tubes. Il faut qu'elle soit à milligrammes près. Sinon, ça va créer un déséquilibre et voilà, la machine, elle sera complètement détruite. Et on utilise un gradient, bien sûr. Ça pouvait être un gradient de plusieurs constituants. Là, j'ai donné un titre d'exemple de sucrose, CCSL2. Mais ça pouvait être de différents gradients. Tout dépend du taille de notre virus et les cellules qui sont avec le virus dans le milieu. Donc, bien sûr, comme n'importe quelle centrifugation, là, on est en train de séparer les molécules par leur densité. OK? Pas par leur taille, hein, par leur densité. Après, c'est arrivé la technique de purification sur colonne. Donc, c'est une technique à la base d'une chromatographie. On a une phase solide, phase liquide, et là, par affinité aux ions attachés à la phase solide, on va purifier notre virus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique. Vous la connaissez bien, vous l'avez vu en première année dans le cours de biologie cellulaire. Donc, si en cas où vous n'avez pas eu cette partie dans ce cours-là, bah, je vous en prie de me le dire, je peux l'expliquer à part. Mais là, maintenant, ça va prendre du temps et je pense que vous le connaissez déjà. Après, bah, une fois on a purifié ce virus, on va passer à des techniques, comment on peut détecter, quantifier et identifier ce virus. Donc là, plutôt, ça fait partie du diagnostic viral. Okay. Donc, si on a un patient qui a n'importe quel virus, X virus, comment on peut savoir c'est quoi comme virus, est-ce qu'il existe ou pas, et de le quantifier, d'avoir une idée sur la quantité de ce virus, par exemple, dans le sang. On a la technique de base qui est la technique de culture cellulaire. Maintenant, en termes de diagnostic, elle est de moins en moins utilisée, vu sa complexité, vu le coût, etc. Et la présence de beaucoup d'autres techniques qui pouvaient être qui peuvent avoir plus d'avantages par rapport à cette technique. Donc, la deuxième type de techniques qu'on peut utiliser, qui sont les plus utilisées, ce sont les techniques d'immunochimie, comme les techniques d'ELISA, par exemple. Et après, on a les techniques de biologie moléculaire, les plus connues maintenant, avec la crise de Covid, et les techniques de PCR qu'on utilise afin de détecter le virus, ou bien de quantifier le virus. Bon, on va parler un petit peu de chaque technique, sachant qu'on va avoir vraiment les détails relatifs à chaque technique euh, avec chaque virus. Donc, lorsqu'on aura, par exemple, le chapitre d'HIV, on va parler plus de chaque technique, comment on l'utilise afin de détecter ou bien d'identifier ou de quantifier le virus. Bah, commençons tout d'abord avec la généralité de la culture cellulaire. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, on va cultiver nos cellules. Bah, les cellules vont se repliquer. On va les voir sous microscope, comme vous voyez ici. On va inoculer, on va mettre le virus en contact avec ces cellules-là et on va regarder les effets. Donc, si le virus il est présent dans l'échantillon, soi-disant on a pris le sang d'un patient, si le virus est présent dans le sang du patient, il va attaquer les cellules. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce scénario-là où les cellules ils vont être lysées et on va trouver de l'apoptose dans nos cellules. Là, ça veut dire, on peut dire que voilà l'échantillon qu'on a, elle contient le virus. Par contre, si les cellules ils ont resté telles quelles, bah, on n'a rien comme effet. Ça veut dire l'échantillon elle ne contient pas le virus. Bon, c'est une technique, elle est vraiment très efficace dans la détection de virus. Ça suffit d'avoir la moindre quantité de virus dans l'échantillon pour attaquer les cellules et donner ses effets. Mais elle ne peut pas donner beaucoup d'informations par rapport à la quantité. Bon, on ne peut pas dire si le virus il se trouve avec une grande quantité à vous, avec une petite quantité. Une information qui pouvait être très importante, par exemple, dans
dans le suivi ou bien de l'évaluation d'un traitement. Si, par exemple, un patient qui a l'hépatite B, soi-disant, ou l'hépatite C, et il est en train de prendre ses médicaments pour qu'il sera traité, eh ben, on ne peut pas savoir si le traitement il diminue la quantité de virus dans le sang, ce qu'on appelle charge virale, ou pas. Bon, on sait déjà qu'il est infecté, qu'il est hépatite positif. Mais on voulait savoir si la quantité de virus, elle se diminue avec le temps ou pas. Donc, cette technique, elle ne va pas nous permettre d'avoir cette idée, cette notion, cette information. Une des limitations de cette technique, enfin, c'est que pas tous les virus sont cultivables avec cette manière. Pas tous les virus, je peux détecter avec cette manière, sans parlant du temps que la technique, elle demande, ainsi que le coût de technique qu'elle demande. Passons maintenant à une technique, on va dire, beaucoup moins chère, plus efficace, plus efficace dans certains degrés, on va dire, plus efficace en termes du temps et en argent, ce qui est très important, il ne faut pas les négliger. Là, on va utiliser, par exemple, une technique du streptavidine biotine. Donc, sans rentrer trop encore dans les détails de la technique, je pense encore, et j'imagine que vous avez eu cette technique pendant l'année dernière. Donc, je reprends. Si vous n'avez pas eu l'explication de cette technique, merci de me dire, afin que je l'explique. Alors, dans ce cas-là, on va fixer des antigènes, ce que vous voyez ici en noir. Ces antigènes, ils vont être ensuite couplés avec des anticorps spécifiques. Et là, après, on va mettre des anticorps conjugués qui portent l'enzyme. Alors, si l'antigène de virus, il se trouve dans l'échantillon, il va se fixer sur les anticorps. Et une fois fixé dans l'anticorps, ils vont donner de la coloration dans le milieu. Et lorsqu'on dose cette coloration, la densité de couleur, on peut savoir une idée sur la quantité de virus. Je reprends, c'est une idée. Donc, pas beaucoup plus, par exemple, de l'information donnée par la culture cellulaire. Mais on peut, d'une manière efficace, rapide, pas très chère, de savoir si le virus il existe dans le milieu ou pas. Donc, c'est une technique qui est assez efficace, moins chère, pas chère, on va dire, qui permet de détecter le virus. Elle est très spécifique, on se base sur le principe d'anticorps antigène et donner une information sur la quantité de virus. Le problème avec, ou bien la limitation de cette technique, c'est quoi? C'est qu'elle ne discrimine pas entre un virus infectieux qui est encore vivant ou un virus qui est inactivé, qui est mort. Puisque les deux, ils vont porter les antigènes de surface, les deux, ils vont se fixer sur l'anticorps, et les deux, ils vont donner la coloration au milieu. Donc, là, un petit résumé des deux techniques qu'on a parlé au début. Après, on a la possibilité de le garder par microscopie électronique. Une technique qui est utilisée plus dans le domaine de recherche, beaucoup moins en diagnostic. Et on a la fameuse technique maintenant que tout le monde connaît, la fameuse technique de PCR. Donc, la technique de PCR, elle fait partie des techniques de biologie moléculaire, sachant que, à bien savoir que les techniques de biologie moléculaire, ce n'est pas que la PCR. La PCR, c'est une des techniques de biologie moléculaire, mais ce n'est pas toutes les techniques de biologie moléculaire. On a des techniques d'hybridation, on a les techniques de Fish, Southern blotting, etc. Donc, je ne vais pas rentrer, je sais que vous n'avez pas eu ces techniques, vous ne connaissez rien à propos de ces techniques. Je ne vais pas rentrer en détail puisque ça va prendre beaucoup de temps afin de vous expliquer c'est quoi ces techniques. Donc, je vais rester juste à dire que voilà, il y en a d'autres techniques qu'on utilise en biologie moléculaire, mais sans rentrer en détail de chaque technique, puisque chaque technique elle a besoin du temps à expliquer. Docteur, Après, oui, Fadal. La technique précédente, celle des échanges des ions, on ne l'a pas appris. On a appris la chromatographie. Est-ce que c'est la même? Ok, un petit peu en retard, mais c'est pas grave.
C'est la même. بس انتوا عندكم dans la chromatographie بالphase solide par exemple, comment vous faisiez l'affinité avec le produit? L'affinité avec le produit ici, elle va être créée par les ions. Tu vois, donc, comme une chromatographie classique, super classique, une phase solide. Phase solide, vous avez les ions. Et ces ions-là, qu'ils vont avoir l'affinité à votre produit, à votre virus. Donc, une fois que vous mettez le mélange, le virus, il va partir et fixer sur ces ions. Une fois que vous avez le virus attaché sur la phase solide, vous rajoutez votre phase liquide qui a plus d'affinité sur le virus, elle va le détacher de sa support solide et il va sortir avec le milieu, avec la phase liquide. Ok, donc c'est la même chose, c'est juste qu'elle est en virologie beaucoup plus petite, on va dire. C'est pas comme les grands tubes que vous voyez dans le TP, par exemple. Ok. Et la secondaire, c'est le même que ELISA? هون تحكي على هاي؟ ايه نفس الإليزا. نفس الإليزا، que ce soit الإليزا كلاسيك وإليزا ساندويش أو إليزا انفرسي. فيكم من الأول تثبتوا أنتيكور وتزيدوا الأنتيجين، فيكم تثبتوا أنتيجين بعدين تحطوا أنتيكور. Donc ça revient au même. L'essentiel est شيء يكون عندكم une affinité anticorps antigène وانتيكور عنده la possibilité انه يعطي la coloration. Donc ici par exemple, on a fixé l'antigène de virus de l'échantillon. زدنا les anticorps واخر شيء طلع لنا الكولور. فيها تكون بالعكس، في يكون الانتيكور هو بالاول فيكسي، بعدين نزيد الفيروس او الاشانتيون اللي شاكين انه فيها الفيروس، بعدين نزيد الانتيكور اللي بيعطي الكولوراسيون. Donc toute une possibilité de combinaison finalement. D'accord, grand merci et pardon pour être en retard. ولا يهمك. Donc en PCR بعتقد la majorité d'entre vous بيعرفها صار en principe, les principes on va dire scientifiques, hein, le principe c'est quoi une PCR. Il faut qu'on sache encore c'est quoi une PCR quantitatif. Donc la PCR classique et PCR quantitative. Encore sans rentrer en détail, comment ils se font. Donc la PCR quantitative, elle va donner une idée pas que de la présence du génome, elle va donner une idée à la quantité du génome qui se trouve dans l'échantillon. Donc une fois la question à chercher, c'est la quantité de virus, la technique de référence, c'est la PCR quantitative. Donc tout dépend, si le médecin il cherche, si le virus il est là ou pas, on peut faire une PCR classique, par exemple. Ou bien on peut faire une ELISA, tout dépend. Mais si elle a besoin d'une information de la quantité de virus, la technique de référence, c'est la PCR quantitative. Donc, on va voir le principe de la PCR quantitative, les détails acquis. Une petite introduction là-dessus. OK? Et c'est encore plus facile pour vous lorsque vous aurez le cours de biologie moléculaire ou de génétique. Donc, maintenant, passons à la multiplication de virus. هنرجع على الديابو اللي مكتوبين فيها بس على الفيجور حتكون أهين. Donc, la première étape de multiplication de virus, c'est qu'il va attaquer la cellule hôte. Une fois qu'il a attaqué la cellule hôte, il va s'attacher sur des récepteurs spécifiques. Donc, il faut que la cellule possède les récepteurs spécifiques à ce virus. Il ne peut pas attaquer tous les cellules de toutes les manières. Il faut qu'il aura ce récepteur spécifique. Donc, une fois le virus il est attaché, il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Si le virus est un virus enveloppé, l'enveloppe, il reste dehors et c'est le capside et le génome qui vont rentrer à l'intérieur. La prochaine étape, ce sera la décapsidation. Donc, le virus, le génome viral, il va se libérer de son capside. Il va donner naissance au génome. Le génome, juste après, tout dépend du type de génome ici. Si, par exemple, si c'est un génome à ARN, l'ARN, elle va donner de la protéine après. Pour donner de la protéine, l'ARN, elle a besoin de la machinerie qui se trouve dans le cytoplasme.
Dans ce cas-là, le virus, il n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur du noyau. Donc, il va faire une décapsidation, il va faire la traduction de ces ARN à l'extérieur et il ne va pas rentrer à l'intérieur du noyau. Si le virus, par exemple, c'est un virus à ADN, pour que l'ADN il se réplique, donc jamais de réplication, c'est lorsque l'ADN il va donner naissance à un ADN. Donc, lorsque l'ADN il va se répliquer, il va se copier, il a besoin de l'ADN polymérase, une enzyme qui se trouve seulement dans le noyau. Dans ce cas-là, le génome, il va rentrer dans le noyau afin de se répliquer. OK? Une fois il est dans le noyau, il s'est répliqué, il va commencer la transcription, donc il va donner naissance à ces ARN messagers, et ces ARN messagers, par la suite, ils vont sortir vers le cytoplasme pour donner naissance à des protéines. Donc, dans ce cas, les protéines, c'est les protéines de capside, OK? Et le virus, il va s'assembler avec, le génome viral, il va s'assembler avec son capside et il va migrer vers le membrane cytoplasmique. Il va créer un type de bourgeon. OK? Il va prendre cette partie de cytoplasme pour qu'il synthétise quoi? Son enveloppe. Donc ça vous donne un petit peu une idée pourquoi l'enveloppe, il a resté au début. Il n'a pas rentré puisque l'enveloppe, il a le même matériel un petit peu comme la membrane cytoplasmique. Et c'est pour ça qu'il s'est attaché à la membrane cytoplasmique et il n'a pas rentré. OK? Donc les étapes, si vous voulez, 1, 2, 1, elle est commune pour tous les virus. Si le virus, c'est un virus à ADN, il va rentrer à l'intérieur du noyau. Si c'est un virus à ARN et il n'est pas un rétrovirus de Bactéremia, puisque si c'est un rétrovirus, ça veut dire comme l'HIV, il va se transformer en ADN, ça veut dire qu'il va rentrer au noyau. Si c'est un ARN qui ne donne pas naissance à un ADN, il n'a pas besoin de rentrer dans le noyau. Baden, l'assemblage, bourgeonnement, libération, ça va rester le même pour tous les virus, à l'exception de l'étape numéro 7. Si votre virus ne possède pas une enveloppe, et dans ce cas-là, il ne va pas prendre une partie de membrane cytoplasmique et par la suite, il ne va pas sortir avec une enveloppe. Il va sortir juste avec son capside. Est-ce que c'est clair pour vous? Dans l'absence de réponse, je vais considérer que c'est clair. Donc, en tous les cas, tout ce que j'ai dit... Le virus est à ARN. Il fait les mêmes étapes, mais à l'extérieur du noyau. مين ما سمعت مين اي تيب دو فيروس؟ هلا الفيروس إذا كان ARN يعني. وي إذا كان ARN ومنه ريترو فيروس ما حيفوت على النويو ما له شغل بالنويو. اوكي دونك حيعمل الاتابات كلهم ما عدا الريبليكاسيون بدل ما تكون بقلب النويو حتكون الريبليكاسيون بقلب السيتوبلازم. يعني حتضل عنده ريبليكاسيون بس مش حتصير ريبليكاسيون بقلب النويو حتصير بالسيتوبلازم. اوكي؟ وان ريتروفيروس يعني فيه يتحول من ARN على ADN. على ADN. Donc une fois il est devenu ADN اكيد حيفوت على النويو. ما حيقدر يشتغل l'ADN غير بقلب النويو. Tous les enzymes relatifs à l'ADN se trouvent seulement dans le noyau. OK? D'accord. Donc, كل اللي حكيت لكم اياه موجود, c'est écrit ici pour chaque étape. OK? Avec des images relatives à chaque étape. OK? Donc, là, اللي ما بياخد note او ما بده ياخد note, donc voilà بلاقيهم مكتوبين. Bon, je vais peut-être terminer avec le concept de tropisme viral. C'est quoi un tropisme viral? Ça veut dire chaque virus, il a une affinité, il peut attaquer quel type de virus, de cellules hôtes. Si vous vous rappelez dans la figure qu'on a vu tout à l'heure, le virus, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un récepteur spécifique.
Et ce récepteur spécifique qui va définir l'affinité, le tropisme et la tropisme viral. Si vous prenez par exemple le cas de virus de VIH, le VIH, il a une protéine d'attachement qui s'appelle la GP120. La GP120, elle, peut s'attacher sur des récepteurs dits CD4, qui le trouvent dans la surface des cellules T, des lymphocytes T. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus de VIH, il peut attaquer seulement ce type des cellules hôtes. Si on cultive des cellules, je ne sais pas, des cellules B, par exemple, et on met le VIH en contact avec ces cellules-là, et le VIH, il va mourir, il ne va pas rentrer à l'intérieur de la cellule, il ne va pas se répliquer, puisque le récepteur spécifique de ce virus, qui est le CD4 dans ce cas-là, elle n'est pas là. OK? Par exemple, si vous prenez le cas de virus de la grippe, il a une protéine d'attachement qui s'appelle la hémagglutinine, et l'hémagglutinine, elle peut s'attacher à une protéine dite l'acide sialique, enfin un récepteur qui se trouve sur beaucoup des cellules. Donc, dans ce cas-là, ce virus, il est capable d'attaquer toutes ces cellules-là qui possèdent l'acide sialique. Et là, vraiment un tropisme très large, très vaste, vu son récepteur. Donc, cette affinité entre la protéine d'attachement et le récepteur, c'est lui qui va définir l'affinité et quel type des cellules hôtes ce virus il est capable d'attaquer. Donc, si le virus, c'est un virus enveloppé, donc ce sera les glycoprotéines de l'enveloppe qui vont servir comme une protéine d'attachement. Okay? Ce sont les protéines les plus exposées. Par contre, si notre virus est un virus nu, qui ne possède pas d'enveloppe, et dans ce cas-là, c'est les protéines de capside qui vont prendre le rôle de protéines d'attachement. OK? Donc, en général, pour faciliter la tâche pour vous, c'est les protéines les plus exposées qui vont prendre le rôle des protéines d'attachement avec le virus. OK? Donc, comment on peut identifier le récepteur de virus? Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, donc ça ne nous intéresse pas. Là, ça continue l'explication de chaque étape, OK? كل اللي حكيته قبل موجود هون، إذا في شيء زيادة أنا ما حكيته مش مسؤولين عنه، أوكي؟ Par exemple, les stratégies de rentrée مش مطلوبة منكم. Bon, cycle de vie de VIH نتركها لوقت ال VIH وبيكون خلصت الانترودكسيون من هون. هاي البارتي traduction des ARN messagers viraux et réplication du génome, on va pas rentrer là-dedans. لأنكم مش ماخدين انتو جينيتيك و ça va être très lourd عليكم. اوكي اتفقنا؟ بنشوف بقى بكل شابيتر اذا كنا بحاجه كثير لهذا الموضوع بنحكي عليها بقلب الفيروس تاعها، احسن ما نحكي هلا جنراليتي ونضطر نحكي عن كل شيء، بصير نحكي على الاشياء اللي بتلزمنا بكل فيروس. اتفقنا؟ دونك اذا الله راد انا بوندون لا جورني بحط لكم الفيديو على اليوتيوب اللي كانوا موجودين. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, نحكي فيهم à la début de la prochaine séance. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? دكتور بس فيك إذا بتريد تبعت لنا PDF؟ ما بعته للPDF انا ديك المره؟ لا ما بعته. طيب قلت لك خلي تعطيني الايميل تحكيني، حكيتني هذيك المره. ايه ببعت لك الإيميل؟ بليز بعتي لي اياه على انت بس بعتيني، حدا واحد يبعت لي الايميل لحتى ابعت له الPDF عليه. اوكي داكور. اتفقنا؟ يلا يعطيكم العافيه. Bonne journée. Merci. À vous pareillement.